Patrice Duhamel, bonsoir. Vous êtes journaliste politique. Vous publiez Les jours d'après aux éditions de l'Observatoire avec Jacques Santamaria. Vous décrivez ce blues, cet état même dépressif, on peut dire, de ces responsables politiques quand ils perdent une élection, quand ils perdent le pouvoir. Alors justement, là, on parlait à l'instant de François Hollande. François Hollande qui semble vouloir revenir dans le jeu politique. On l'a entendu depuis Séoul critiquer la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce retour? Qu'est-ce qu'il cherche, François Hollande, là? Il y a une spécificité chez François Hollande par rapport à tout ce qu'on décrit qui concerne uniquement la Ve République, et c'est totalement inédit sous la Ve République, c'est que ces jours d'après, ils ont commencé quand il était président de la République. Et ça a duré 5 mois crépusculaires à l'Élysée, à partir du moment où il abdique, c'est-à-dire au 1er décembre, il dit « je ne serai pas candidat voilà. ». Bon, il n'est plus candidat, le mandat se termine au mois de mai, c'est terminé. Il joue son rôle, hein. Il est présent jusqu'au dernier jour. Pendant la campagne, il est omniprésent, il parle quasiment quotidiennement, il commande tout, etc. Mais il y a une énorme frustration. Alors ça, c'est spécifique à ce qui s'est passé pour lui. Et puis, il y a ce qui se passe pour tous les anciens grands dirigeants qu'on décrit, et notamment les anciens présidents de la République, lorsqu'ils sont encore en état physique, l'état civil, de pouvoir revenir. C'est cette espèce d'obsession. Moi, je suis convaincu. Je les ai tous connus. On parle de 23 personnalités. Je les ai tous très bien connus ou assez bien connus, sauf De Gaulle, bien évidemment. Mais ils veulent tous revenir. Dès le soir même, ils y pensent. Et le lendemain matin, Sarkozy, par exemple, le lendemain de sa défaite en 2012, il téléphonait à tout Paris pour dire « encore 15 jours et je gagnais ». Il était déjà tendu, obsédé par le retour. Alors François Hollande, il y a ça. Lui aussi, il se dit voilà, il peut y avoir... Non, mais il y a le fait que, comme les autres, il veut absolument que le bilan de son mandat présidentiel soit salué ou réhabilité, parce qu'il sait très bien ce qu'en pensent les Français de négatif. Et puis, alors, il y a un autre point commun qui a été vrai depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils supportent difficilement leurs successeurs. Voilà, déjà, ils n'aiment pas beaucoup les prédécesseurs, mais alors les successeurs... C'est la phrase « mon prédécesseur est un incapable et mon successeur un intrigant », qui s'applique à toute... Et un jour où le général de Gaulle, parce que tout revient à de Gaulle sous la Ve République, mais il n'était pas encore président à ce moment-là, il était juste avant d'être président en 58, à Matignon, où quelqu'un lui a dit « mais votre prédécesseur nous avait dit que », et de Gaulle l'a coupé en disant « mais sachez monsieur que le général de Gaulle n'a pas de prédécesseur ». Mais je pense qu'il devait dire la même chose sur le successeur. Vous montrez comment tous ces politiques s'accrochent à cette vie et vous racontez le néant, par exemple, que Jacques Chirac, au lendemain de quand il quitte l'Élysée, il voit son agenda vide, il est totalement déprimé. Et pourtant, quelle vie épouvantable. Il ressort lessivé de ces élections. Vous racontez Fillon, on l'a vu pleurer. C'est vrai, c'est certains responsables ont vu pleurer au soir du premier tour. Mais Fillon, le problème, c'est qu'il passait par des hauts et des bas liés à l'actualité judiciaire, à tout ce qui sortait sur sa famille, sur lui, etc. Il avait des moments d'euphorie quand les sondages n'étaient pas trop mauvais. Moi, ce que je me suis il y a cru qu'il passerait. Voilà, ce que je ne m'explique toujours pas avec quelques mois de distance, c'est comment il trouve la force. C'est gentil de dire la force, parce que ça peut être de l'aveuglement. Je pourrais dire aveuglement. De penser jusqu'au bout, malgré tout ce qui déferle les affaires autour de lui, qu'il va être au second tour et qu'il peut être président de la République. C'est quand il verra les résultats... Moyennant quoi, il a tué son camp, quand même. Et pour un certain temps. Peut-être pas pour 10 ans, mais en tout cas, il a tué son camp. Et alors, vous nous dites, Juppé a eu un regret. Alors moi, je pensais que ce serait de ne pas avoir remplacé Fillon pied levé. Pas du tout. C'est de ne pas s'être présenté directement face aux Français sans passer par la case primaire. D'ailleurs, les primaires sont mortes, là. Oui, alors sur les primaires, il y a aussi d'autres choses. François Hollande qui avait d'abord accepté l'idée des primaires, ce qui l'a conduit dans l'impasse et à son abdication. Il dit maintenant, il regrette, il dit j'aurais dû me présenter quoi qu'il arrive sans tenir compte des primaires. Mais bon, après ce sera le regret de sa vie de ne pas y être allé, là, ce fameux 1er décembre 2016. C'était à moins d'un an quand il dit... S'il ne revient pas, c'est une évidence absolue. Et là, il est vraiment très très fâché. Pour utiliser des mots comme le fait Macron actuellement, des mots les zigotos, la manière dont parlaient nos mères ou nos grands-mères, hein, les zigotos, croquignolets, je vous fiche mon billet, etc. C'est assez fleuri, c'est assez étonnant. Mais François Hollande, il est dans un état... Il n'est pas dans la...
Il faut savoir qu'il a vécu un drame personnel épouvantable, c'est-à-dire qu'il a quitté l'Élysée le dimanche 14 mai et que le surlendemain, il a perdu son frère. Ça a été un drame absolument épouvantable, ce qu'on comprend bien. Mais il est dans une situation de frustration, de colère contre l'utilisation qui a été faite du rapport de la Cour des comptes. Et j'imagine qu'avec ce qui est dit aujourd'hui et que vous allez traiter dans quelques minutes... la taxe sur les dividendes à 10 milliards... où il est traité d'incompétent là-dessus. Donc ça va se tendre parce que sont deux faux gentils, Emmanuel Macron et François Hollande. Alors il y en a un, on s'en doutait, mais vous nous le décrivez par le menu, c'est le caractériel Jean-Luc Mélenchon, qui se remet très mal de ses défaites successives. Alors, ça a commencé le 21 avril 2002, ce séisme politique, l'élimination de Jospin, dont Mélenchon était très proche. Là, il est quasiment en dépression. Là, il a raconté lui-même qu'il avait du mal à se lever, que... Je n'arrivais pas à faire mon lit. Il arrêtait de fumer d'un seul coup, qu'il écoutait Carla Bruni en boucle. Vous voyez l'image, on imagine Jean-Luc Mélenchon tel qu'on connaît, écouter Carla Bruni du matin au soir, c'est tout à fait extraordinaire quand même. Voilà. Et le soir du premier tour du 23 avril dernier, jusqu'à 21h30, 22h, il ne voulait pas croire qu'il n'était pas au second tour. Il y a ce déni extraordinaire. Il avait même envoyé un SMS. Il a envoyé un SMS. Alors la veille au soir, il était sûr d'y arriver en disant à un certain nombre de ses amis proches, ça va le faire. Et puis le lendemain, il a considéré que les premières estimations, etc., non, il pensait qu'il serait au second tour. Et il a extrêmement mal vécu et mal géré. Alors, est-ce qu'il faut faire de la psychologie sur tout et n'importe quoi? Sans doute pas. Mais la manière dont il a géré l'entre-deux tours, le fait de ne pas pouvoir dire qu'il fallait voter pour Macron alors qu'il avait dit en 2002 qu'il faut voter pour Chirac, tout ça, c'était quand même assez étonnant. Et ça a beaucoup de ressentiment. Et ça a décontenancé tout le monde. Bon, on a parlé de Fillon qui est sorti lessivé, Marine Le Pen aussi qui est sortie lessivée. Oh bah elle, c'est le chaos du débat télévisé. Oui, voilà. Elle est sortie du débat à 23h15. Alors après, on a dit, elle était en pleine forme, elle a dansé. Non, etc., elle avait une migraine ophtalmique, dites-vous. C'est ce que la presse a dit. Ouais. Mais en tout cas, le chaos, il est ce jour-là. Et puis elle s'en rend compte lors de l'élection législative. Voilà. Les militants disent on a eu honte de vous. On a eu honte de notre parti. Mais c'est pendant la législative et ça continue encore maintenant. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que ces hommes politiques, c'est surtout pour les présidents, quand ils reviennent à la vie réelle, ils ne savent même plus faire la queue chez le boulanger, payer un péage automatique. Ils ont perdu l'habitude de vivre normalement, quoi. Mais oui, mais ils sont dans une prison dorée. Tous les présidents de la 3e, de la 4e République et de la 5e ont dit à peu près la même chose, à l'exception de Chirac, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une sorte de prison dorée, qui sont coupés du pays. Accessoirement, et ça n'est pas accessoire, ils sont souvent entourés de courtisans qui leur disent « Monsieur le Président, vous êtes formidable, ce que vous faites, c'est génial, surtout ne changez rien », qui leur cachent des mauvais sondages, etc., etc. Et ils sont effectivement coupés du monde par nature et par fonction presque. C'est pas forcément un défaut personnel, c'est comme ça. Le général de Gaulle et tous ses successeurs, ça a été la même chose. Quoi qu'ils fassent, même s'ils essayaient de sortir, mais quand ils sortent, ils ne sont pas au contact des Français. Il y a des cordons de sécurité partout, on les fait passer par telle ou telle porte, etc. Ils n'ont plus de contact avec la France réelle. Et effectivement, quand ça s'arrête, vous parliez de Jacques Chirac tout à l'heure, le soir, le jour où il a quitté l'Élysée pour laisser la place à Nicolas Sarkozy, déjà il était fou furieux que ce soit Sarkozy qui lui succède. Mais en plus, c'était la première fois depuis 1977 qu'il ne dorme pas dans un palais national. Vous vous rendez compte, ça fait 30 ans. Donc il est un peu perdu, il se retrouve dans un appartement qu'on lui prête, voilà, mais il est un peu perdu. Les jours d'après, voilà, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Patrice Duhamel. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'herbe, qui revient un petit peu sur le même sujet, sur cette tension qui monte d'un cran entre Emmanuel Macron et François Hollande. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Macron-Hollande, la guerre des présidents ».